Bienvenue à tous pour cette conférence débat qui est consacrée à la route du sel que nous allons redécouvrir, cet or blanc entre Orient et Occident et qui fait aussi la grande richesse d'un pays sur le devant de l'actualité qui est l'Afghanistan. Nous allons nous pencher sur les futurs de l'or blanc, nous livrer un exercice de prospective à l'heure en particulier du lithium et des batteries électriques. Vous savez que ce sujet de transformation, de création de richesse, de création de valeur, s'inscrit aussi dans une actualité septembre 2021 tout à fait intéressante, qui est la France Design Week, qui vise à replacer le design de territoire dans de nouvelles formes de politique pour bâtir des territoires de demain. Eh bien, naviguons ensemble entre histoire de territoire et design de demain. Vous avez sur l'arc atlantique un très grand passé autour du sel que j'ai souhaité réactiver à travers un appel à témoignages dans les colonnes de plusieurs journaux. Ici, vous avez notamment l'article réalisé par les journalistes du Courrier du Pays de Ré, qui a été un très grand grenier, l'un des plus grands greniers à sel d'Europe depuis Bourgneuf-en-Ré, et qui a été un véritable carrefour également de corsaires sur la route de l'or blanc. Je voudrais vous rappeler que de grandes personnalités le long de l'arc atlantique ont été effectivement impliquées dans cette route du sel, à la fois pour escorter, sécuriser des navires, des marines marchandes, permettre aussi de développer des courants d'échange qui étaient extrêmement actifs après avec l'Europe du Nord et bien souvent très évolutives en fonction des jeux d'alliances, des jeux d'acteurs avec différentes puissances, que ce soit l'Angleterre, les provinces unies en Hollande ou même plus largement les relations qui se sont faites avec l'ensemble de l'Europe du Nord jusqu'en Scandinavie. Ici, vous avez l'exemple d'un personnage corsaire qu'on a oublié, qui est Léonard Julien Quiroir, capitaine de navire, corsaire du roi et qui a été maire de Pornic. Sur la côte de Jade, aux portes de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Mais vous savez que les îles ont été aussi de grands terreaux pour exploiter le sel. Je pense en particulier à l'île de Ré, l'île d'Oléron et sans oublier le gros sel de l'île de Noirmoutier. Pornic était au véritable un axe privilégié entre justement Noirmoutier et la vallée de la Vilaine, les greniers à sel qui passaient par La Roche-Bernard et enfin arrivaient jusqu'à Redon, l'avant-port de Rennes en Bretagne. Ces corsaires vont avoir des relations importantes avec de grands armateurs qui vont développer des fortunes tout à fait extraordinaires, des synergies incroyables à l'échelle de l'arc atlantique. Ici, vous avez l'exemple d'un grand armateur de Nantes, Félix Cossin. Son fils deviendra maire de la ville de Carquefou en Loire-Atlantique et député de Loire-Atlantique. De ce département à la croisée de la Bretagne et des régions littorales de l'arc atlantique, Félix Cossin aura des relations étonnantes avec un grand corsaire qui est Surcouf. Et ici, vous avez l'exemple d'un mémoire qu'il défendra auprès d'une assemblée, le Conseil des 500, qui est un organisme qui offrira une médiation sous le directoire pour résoudre des conflits liés notamment à des captations de prises qui s'étaient visiblement opérées en dehors de la lettre de course qui régissait les relations avec les corsaires.
Alors, Félix Cossin a été un très grand armateur, l'une des plus grosses fortunes de Nantes, et il avait armé la Clarisse, un navire qui a été confié à Robert Surcouf en direction de l'océan Indien, de la route des épices. Parce qu'on va voir que le sel, finalement, a aussi ouvert des relations très larges, un intérêt pas seulement pour des minéraux marins, mais aussi pour de très grandes richesses qui avaient été déjà identifiées par les Hollandais et les Portugais. Quelques images d'archives qui nous permettent de bien situer l'ampleur en France de la route du sel. Les sauniers, sous Richelieu, sous Mazarin, étaient les paysans les plus riches de France, ce qui va expliquer beaucoup de tensions vis-à-vis de villes qui prennent leur indépendance, de ce croissant du protestantisme de Genève à La Rochelle, qui donne une très forte indépendance à des villes-ports, mais très largement aussi à des villes de l'arrière-pays. Le protestantisme s'est implanté jusqu'à Pontivy en Bretagne et la route du sel a été un axe stratégique extrêmement convoité. Ici, vous avez l'exemple de Redon en Ille-et-Vilaine jusqu'à Noirmoutier, avec des quais qui portent encore le nom de Corsaire. Il y a un quai Surcouf à Redon et aussi un quai du Guétrouin, grand héros transatlantique avec la prise de Rio de Janeiro au Brésil. Alors ce cabotage est intéressant parce qu'il est aussi un cercle très vertueux pour développer des échanges maritimes au contact de l'océan, mais également du fleuve Royal. Ici, vous en avez l'exemple avec Terre d'Estuaire qui met en valeur les innovations fluvio-maritimes autour de la Loire dans tous les sens. La Loire qui, en relation avec la côte de Jade, le pays de Ré, a été aussi un jardin du vent, qui n'est pas un courant d'air de plus, qui est un courant de vie, en prenant naissance dans l'estuaire, mais on va le voir du côté des Charentes, autour de l'île de Ré, de l'île d'Oléron, qu'il y a eu aussi un effet tout à fait bénéfique qu'a su produire le vent pour exploiter du sel. On le retrouve très largement aussi en Méditerranée avec les salins de Cruissant. Je pense au patrimoine salicole de Narbonne. Eh bien, en Nouvelle-Aquitaine, comme dans la région Occitanie, il y a un travail tout à fait atypique qui est mené également autour de la récolte du sel et du vent, puisque par vent d'est, la récolte donne une fleur de sel très fine et cristalline, et par vent d'ouest, cela donne une fleur de sel très géométrique, rose, avec des reflets nacrés, un sel rare et craquant. Alors, le sel a inspiré aussi beaucoup de biologistes, de scientifiques et même des grandes navigatrices, ce qui pourrait peut-être, pour la place des femmes en Afghanistan, nous interroger sur le rôle que la fleur de sel pourrait jouer pour l'économie circulaire, pour inspirer d'autres femmes, comme ici vous avez des exemples. Je pense à la biologiste Lucie Randouin qui s'est beaucoup intéressée au rôle des minéraux marins, aux apports du sel et peut-être aussi en matière d'économie circulaire, des travaux très stimulants poussés par des fondations d'intérêt général, des organisations caritatives. Et ici, je voudrais souligner le travail mené par la navigatrice Hélène MacArthur et sa fondation éponyme. Alors, les corsaires qui ont sévi le long de l'arc atlantique sur cette route de l'or blanc, vallée de la Vilaine, estuaire de la Loire, Charente-Maritime, jusque très largement aussi dans les côtes du Béarn, du Pays Basque, eh bien, le tigre des sept mers Surcouf a aussi navigué dans le golfe Persique, notamment lors d'une prise très importante qu'on a surnommée la Venise de l'Orient, qui est Bassora, dans l'actuel Irak. Et là-bas, dans cette région atypique qui a été un carrefour, un trait d'union entre la vallée de l'Indus et la Mésopotamie, eh bien, le golfe Persique produit un sel tout à fait atypique. Ce sel de Perse qui provient de montagnes rocheuses en relation avec des routes caravanières tout à fait étonnantes. Eh bien, le sel de Perse provient de minéraux atypiques et en particulier d'un minerai
de potassium qu'il contient lui donne une couleur bleue tout à fait étonnante. Alors, le sel a été au cœur de nombreuses innovations, d'abord pour le transporter, développer une approche sensible de la distance, parce qu'il faut à la fois le permettre de le relier à des grands axes et de pourvoir des bassins extrêmement importants. Et ce rapport au temps va aussi développer, bien entendu, des approches parfois philosophiques, voire même spirituelles, autour du calcul du temps, de cette valeur intangible du temps, du travail du temps. Et l'horlogerie aujourd'hui réinvente de nouveaux modèles en utilisant des matériaux biosourcés et renouvelables. Vous avez ici l'exemple de cette marque d'horlogerie française qui s'appelle Away, qui est composée de filets de pêche recyclés et de biopolymères végétales. Eh bien, la nacre de sel pourrait tout aussi bien inspirer un artisanat extrêmement ambitieux, d'autant que, vous le savez, en Afghanistan, dans une province éponyme, le Namakdan, a été utilisé pour transporter du sel. Ces fameux sacs de sel, dont vous voyez une reproduction ici remarquable, étaient utilisés par les bergers afghans et protégés à l'intérieur pour éviter le contact du sel avec la laine que vous voyez ici brodée à l'extérieur, et à la fois aussi évacuer l'humidité. Le sel rempli d'eau pendant la traversée évacuait ces poches d'eau pour produire effectivement un sel de qualité, de conservation pour l'alimentation, très important sur les routes caravanières de l'Europe jusqu'en Orient. Et ces sacs de sel, composantes de l'artisanat afghan, ces petits sacs durables ont été faits grâce à une grande variété de techniques, de dessins, de couleurs, ce qui montre un design tout à fait remarquable sur les routes caravanières du sel d'Orient, qui allait même jusqu'au Népal, puisque vous savez, le Népal est un pays très intéressant, à la fois avec un axe est-ouest qui était la route de la soie, et un axe nord-sud entre Chine et Inde qui était la route du sel. Alors, dans cette géopolitique, dans ces jeux d'acteurs, on peut se demander quel avenir se profile pour l'Afghanistan. Peut-elle survivre au départ des Occidentaux? Est-ce qu'une nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité, peut-elle se relever avec le sel et ses nouvelles applications? C'est un exercice de prospective qu'il est intéressant d'avoir aujourd'hui, à la fois autour des différents futurs de l'or blanc que l'Europe a bien entendu connu avec ses greniers à sel qui ont fait la fortune de villes, de grandes cités marchandes, de places fortes dans tout l'ouest de la France, mais aussi très largement en Méditerranée, dans des arrière-pays montagneux. Et on retrouve toute l'importance de greniers à sel en Normandie à travers les greniers à sel d'Honfleur, la richesse aussi du sel très importante dans le Maine, dans la Sarthe, en Mayenne, à Cran, à Château-Gontier et dans d'autres villes tout à fait intéressantes. Alors aujourd'hui, les saumures, eau salée contenant du lithium, représentent actuellement près de la moitié de l'approvisionnement mondial en lithium. C'est un enjeu extrêmement fort pour les innovations de demain. Pour les batteries électriques, on pense aux véhicules autonomes, véhicules indépendants, à Tesla, à ces besoins qui sont appelés à être multipliés par 8 au cours des 10 prochaines années, à condition, bien sûr, d'y développer l'extraction éco-responsable. Un défi qu'entendent bien contribuer à relever des entrepreneurs français avec des projets extrêmement audacieux de production de lithium éco-responsable. Alors, cette route du sel, eh bien, c'est peut-être un nouvel âge d'or que l'Afghanistan pourrait relever en développant de nouvelles ressources, des dynamiques collaboratives avec des laboratoires de recherche, des industriels, des donneurs d'ordre, des sous-traitants qui pourraient effectivement contribuer à cette chaîne de valeur
en y associant des cerveaux, des pays aussi limitrophes qui pourraient, pourquoi pas, s'y impliquer. Je pense au Pakistan, à l'Iran, dans une moindre mesure à l'Inde, et bien entendu des relations qui pourraient aussi se développer avec l'Occident et l'Europe. Parce que le sel, c'est l'économie bleue. Parce que le sel, c'est un or extrêmement productif pour l'innovation. C'est un bassin extraordinaire de compétences autour de la nutrition santé. C'est un bassin technologique extrêmement propice pour les échanges. Et cette nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité aura sans doute beaucoup de défis à relever en Afghanistan, et peut-être que le sel va pouvoir révéler de nouvelles pépites, de nouveaux trésors. Eh bien, c'est l'occasion, à travers ce débat, de marcher ensemble sur cette route du sel qui a été plus largement inscrite dans une très large route des épices entre Orient et Occident, au croisement d'autres routes caravanières, la route de la soie Est-Ouest. Et cette route du sel qui, comme je vous l'indiquais, allait jusqu'au Népal, était aussi très largement un axe nord-sud très important. Ce qu'on retient aussi comme enseignement très important autour du sel et des minéraux marins, c'est que finalement la Manche, l'océan Atlantique et la Méditerranée ont été avec le sel un passage de témoin pour croiser des filières et innover demain. Vous rappelez l'importance du rôle des îles, Oléron, Île de Ré, Noirmoutier, Chausey, les îles anglo-normandes qui ont accueilli des greniers à sel et qui ont véritablement suscité des jeux d'acteurs, des rapports d'influence, de puissance très importantes à l'époque entre France, royaume, l'ancien régime, royaume de France et l'empire des Plantagenets, la guerre de 100 ans, des relations aussi très importantes pendant les guerres de religion, parce que ce croissant du protestantisme de La Rochelle à Genève avait très bien compris l'importance d'exploiter du sel, cette grande richesse. Et les saulniers étaient les paysans à l'époque les plus riches de France. Ce qui va amener beaucoup de métiers à s'intéresser à ce grand passé autour des minéraux marins, à extraire du sable coquillé. Et je voudrais ici vous mettre en valeur une histoire assez atypique autour de véritables avatars d'innovation dans la grande rue des Stuarts, qui était l'emplacement historique d'une bijouterie-horlogerie exploitée par mon arrière-grand-père dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et ce savoir-faire transmis de génération en génération va s'intéresser très vite à l'extraction de minéraux marins, y développer une véritable passion pour l'innovation, pour défricher, inventer et créer. Et des micro-techniques d'horlogerie vont être aussi utilisées pour y développer des molécules d'intérêt tout à fait intéressantes autour de l'économie bleue. Et si j'avais finalement une formule à résumer autour de cet esprit pionnier, bâtisseur, eh bien, je dirais que l'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper l'avenir. Ces industries développées par mon arrière-grand-père, qui était bijoutier horloger, ont mis en place un processus de créativité tout à fait étonnant qui ont donné naissance aux industries probiomères et qui se sont portés acquéreurs d'un bateau qui s'appelait le Saint-Pierre et qui allait extraire des minéraux marins dont le nom de ce bateau, le Saint-Pierre, faisait étroitement référence à Césarée, l'ancien nom antique de Jersey qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament. Alors, Victor Hugo nous laisse dans sa grande créativité littéraire, puisqu'il a été en exil à Jersey et Guernesey, une très grande intuition. C'est celle demain d'être de grands travailleurs de la mer. Vous savez que le monde est aussi entouré de mers intérieures, puisqu'on retrouve du sel, y compris en Argentine, dans la cordillère des Andes, dans l'Altiplano, dans la province de Jujuy. Eh bien, soyons des travailleurs de la mer. Nous avons dans le Poitou, vous savez qu'il existait un océan aux portes de Thouars, l'océan Thétis qui a existé pendant une très longue période liée au Jurassique. Eh bien, nous avons des ressources extraordinaires qui s'offrent à nous sur la route du sel et qui s'offrent à l'Afghanistan pour se relever, pour développer de nouvelles dynamiques d'innovation, d'inventivité. Et nous avons, avec le grand passé corsaire qui suivait la route de l'or blanc, peut-être des dynamiques à imaginer avec des villes qui ont développé des grands savoir-faire dont je vous mentionnais ici l'horlogerie, parce que la route du sel peut être aussi une route très importante
entre le sel et ses nouvelles applications, ses nouvelles innovations, à l'image d'un souvenir rapporté d'un voyage ancien. Alors, le sel est probablement un scénario d'avenir extrêmement ambitieux pour rapprocher finalement un lien qui pourrait se développer avec la médiation sans doute des migrants, des réfugiés qui arrivent. Vous savez que l'encyclopédie des migrants est un projet tout à fait atypique qui a été soutenu par une association en lien avec les archives départementales du département d'Ille-et-Vilaine. Et c'est peut-être quelque chose qui pourrait justement renouer avec cette approche sensible de la distance, cet esprit étonnant qu'on appelle aujourd'hui et qui a été développé par la ville de Strasbourg pour faire revivre des vieux métiers, les croiser avec des designers, des artistes aujourd'hui, l'industrie magnifique, qui est un programme tout à fait étonnant, imaginé en Alsace pour faire revivre de grands savoir-faire industriels, les croiser avec des artistes, des designers pour imaginer et inventer demain. Nous avons aussi sur l'arc atlantique des projets qui pourraient inspirer des îles. Je pense en particulier à l'île de Ré, l'île d'Oléron, à des espaces de coworking aussi en Vendée, en Nouvelle-Aquitaine, sur l'arc atlantique. Ici, vous avez un exemple breton tout à fait intéressant, la glacière de Lorient, véritable tiers-lieu maritime qui vise justement à accueillir de nouvelles activités. Alors, quand on pense à une encyclopédie des migrants qui pourrait justement valoriser ce savoir-faire du sel, vous avez ici un travail extraordinaire de tricentenaire, de mémoire autour du tricentenaire des lettres persanes de Montesquieu, qui est tout à fait atypique parce que finalement, il y a un travail remarquable à imaginer autour de ce projet philosophique lié à l'ouverture des échanges. Et Montesquieu avait très bien compris l'importance de créer de nouveaux contacts transmanche pour encourager les innovations maritimes. Et il avait à ce titre pris la défense des cordiers qui ont été extrêmement reliés aux activités du sel et des marais. Une encyclopédie des migrants pourrait être un projet tout à fait atypique pour mettre en valeur le lien et les connaissances autour du sel en relation avec des réfugiés d'Afghanistan. Et ce projet pourrait tout à fait être un point de départ à valoriser à l'exposition du pavillon France à Dubaï. Ce projet aurait une dimension tout à fait intéressante, en tous les cas pour avancer ensemble dans cette définition du progrès, à lancer sur cette thématique aussi principale qui est forte, puisqu'elle est la thématique du pavillon Lumière-Lumière, où est mis en valeur une encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Le rôle des cordiers dans la marine avait été très largement identifié par Montesquieu. Ces cordiers n'étaient sans doute pas tous des descendants de l'hébreu aux pires parents, mais il y avait véritablement des brimades, des ségrégations très importantes dans la France de l'Ancien Régime qui sévissaient, et Montesquieu, ce grand philosophe, érudit voyageur, a pris la défense des cordiers en rappelant leur importance fondamentale pour la marine, pour les activités du sel, pour les activités des marais et du littoral, en un mot, pour le développement de l'économie bleue. Et finalement, les conditions matérielles de ces cordiers n'étaient pas toujours mauvaises, puisque la marine avait effectivement un besoin très important de cordage, et certains cordiers firent fortune. Je voudrais vous dire que finalement, les avatars autour de l'innovation de l'économie bleue ont fait aussi l'objet d'un travail d'écriture que j'ai voulu réaliser dans un ouvrage qui s'appelle « Les avatars de la grande rue des Stuarts ». Vous avez ici la couverture et mon adresse courriel si vous souhaitez y recevoir un exemplaire. Je vous remercie à tous pour votre attention et vous propose aussi de débattre de toutes ces innovations que nous pouvons imaginer autour de l'économie bleue, autour de la route du sel, jadis si prospère en France et en Europe, et qui demain pourra sans doute relancer des dynamiques d'innovation autour du design,
autour de la créativité avec l'Afghanistan. Nous avons, pendant tout le mois, du 7 au 28 septembre 2021, l'occasion d'en débattre avec la France Design Week, qui est aussi une ouverture extraordinaire autour de la créativité, du jus de cerveau que nous pouvons imaginer pour valoriser des filières et créer demain de nouvelles ouvertures entre la France et le monde. Je vous propose d'ouvrir très largement le débat avec vous tous et de réagir à vos questions que vous avez annotées dans la bulle de discussion. Je vais y répondre, mais vous pouvez aussi prendre votre micro et réagir aussi si vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre attention et vous propose aussi de réaliser des échanges avec vous tous. Merci à tous pour votre attention. Je vous propose maintenant de passer aux questions avec vous tous. Cette conférence sera aussi enregistrée et restituée au plus grand nombre, au grand public. Merci à vous.